Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, accord sur le partage du pouvoir au Soudan du Sud vers le rétablissement du chef de la rébellion Riek Machar dans ses anciennes fonctions de vice-président. Accord politique acté en Ouganda qui se joint à l'accord de cessez-le-feu permanent signé le 27 juin. Un retour de Riek Machar sur la scène politique sud-soudanaise peut-il permettre de relancer le processus de paix? Ce retour, est-ce un espoir de réconciliation pour ce pays déchiré par la guerre civile depuis près de 5 ans? On en débat dans un instant. Toujours dans la corne de l'Afrique, accord de paix historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. C'était il y a quelques heures ce lundi à l'issue d'un sommet sans précédent depuis 20 ans. Rencontre à Asmara entre le président érythréen Isaias Afewerki et le Premier ministre Abiy Ahmed. Dégel annoncé des relations entre les deux pays après des décennies de ruptures diplomatiques et de conflits qui a fait plus de 80 000 morts. Alors une nouvelle ère de paix est-il en train de souffler sur les deux frères ennemis? Je poserai la question à mes invités. Et un peu de légèreté en fin d'émission, de la mode avec le lancement de la collection Printemps-été 2019 du styliste camerounais Imana Issi. Une collection haute en couleurs à découvrir à la Fondation Mona Bismarck à Paris. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Madame Karine Orio, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes journaliste. À mes côtés également Monsieur Abdelkarim Yacoub Kounogoumi, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Sans plus tarder, on passe à l'actualité politique. Sur le dossier sud-soudanais, les discussions se poursuivent, mais de ces pourparlers qui doivent se prolonger jusqu'à demain mardi, on annonce un premier règlement. Le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar se seraient accordés en Ouganda sur un partage du pouvoir. La proposition phare de cet accord évoque un possible retour de l'ancien vice-président Riek Machar à son poste donc de vice-président. Adjisatou Badawi. À l'heure où la crise politique au Soudan du Sud entame sa 6e année, le président Salva Kiir décide d'y mettre un terme avec l'appui des observateurs nationaux et internationaux. Ce 7 juillet, son gouvernement a accepté le retour de l'opposant politique Riek Machar au gouvernement en tant que vice-président. Mais le mouvement d'opposition de Riek Machar examine encore la proposition avant de donner son accord définitif. Le Sud-Soudan nous a habitués à des revirements spectaculaires dans cette affaire. Ils n'ont pas pensé à analyser d'abord les causes profondes de ces troubles aux voies et moyens de rétablir la démocratie, la voie des urnes. Et ils n'ont pensé qu'au partage du pouvoir. Le 6 juillet, les deux parties se sont mises d'accord sur le retrait des forces gouvernementales et rebelles en zone urbaine. Elles ont, par ailleurs, convenu de réorganiser l'armée sud-soudanaise. Il doit construire un État. Un État, ça suppose un territoire, des institutions viables qui se respectent et qui respectent la légalité. Les belligérants sud-soudanais ont à plusieurs reprises violé les accords de cessez-le-feu. La dernière en date, c'est celle du 30 juin 2018. Compte tenu de cette instabilité, l'Union africaine et les Nations unies ont menacé d'infliger des sanctions aux auteurs de troubles. Alors un petit retour en arrière, c'est en juillet 2013 que le président Salva Kiir a limogé Riek Machar. Il l'accusait d'avoir fomenté un coup d'État. Ce samedi, un accord donc sur le partage du pouvoir a pu être trouvé. Celui-ci prévoit que le chef rebelle Riek Machar soit réintégré dans ses anciennes fonctions de vice-président. S'agit-il, Karine Orio, d'un énième accord entre les deux camps, entre les deux rivaux, ou bien on peut véritablement croire qu'il s'agit là d'une véritable avancée, du fait notamment que le contentieux finalement a pu être discuté, donc le partage du pouvoir?
Alors, effectivement, je pense que vous l'avez dit, c'est un énième accord qui apparaît, qui cette fois-ci nous donne un espoir, parce qu'effectivement, là, on parle d'une réelle cohabitation entre l'opposition et le pouvoir. Mais pour l'instant, attendons demain, puisque nous ne sommes qu'au début des négociations. On ne sait pas encore si ce fameux contentieux sera réglé. Ce que je crains, malheureusement, ce sont les populations, parce qu'il y a énormément de populations qui souffrent depuis le début de ce conflit, vous l'avez dit, des personnes qui sont déplacées. On parle en termes de dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, qui ont été tuées d'abord, et puis des personnes qui sont déplacées. Donc, en termes de violation des droits de l'homme, je pense qu'on a franchi toutes les lignes. Et c'est important que, là encore une fois, les hommes politiques, cette fois-ci, essayent de mettre leurs différends de côté pour au moins sauver ce qui reste un tout petit peu d'humanité qui est en eux, parce que ce sont avant tout les populations qui en pâtissent les premières. Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, une avancée dans ce dossier du fait que le point de contentieux finalement a pu être, entre guillemets, abordé, résolu, en tout cas une première réponse peut-être. Une très belle réponse et je crois que ça montre bien la détermination non seulement de ces deux belligérants mais aussi des dirigeants de la sous-région de mettre un terme à ce conflit fratricide. L'implication de l'Ouganda, parce qu'il faut reconnaître que les deux véritables backgrounds de ces deux États ou de ces deux leaders qui s'affrontent, du côté de Museveni qui soutient le Sud-Soudan parce que le Nord-Soudan soutient la LRA, vous voyez, on soutient les adversaires des uns des autres. Et je vois que les deux pays sont en train d'aller vers un apaisement qui s'inscrit dans une dynamique régionale. Donc moi je crois beaucoup à cet accord parce que je vois les tenants de cet accord-là ne sont pas que les deux belligérants. Il y a aussi les autres pays qui ont intérêt que la guerre s'arrête. Donc c'est un grand pas. Même pas, on ne peut pas dire que c'est un pas définitif, mais un pas assez significatif qui va aller maintenant vers la mise en responsabilité de ces dirigeants par rapport à la paix. Mais il y a beaucoup de défis à relever pour que cet accord puisse réussir et il y a beaucoup de promesses à tenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de cela? Personnellement, j'attends un succès, comme l'a dit Mme Karine, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que le succès, parce que je vois la détermination non seulement des pays de la sous-région, mais aussi des États-Unis, aussi de la Chine, qui veulent vraiment un apaisement dans cette sous-région dû au conflit. Regardez un peu de façon globale. Quand on regarde l'aspect géopolitique de la sous-région, géographiquement parlant, regardez bien le conflit au Yémen, c'est juste à côté en fait de ce qui se passe. Donc la stabilisation de cette région permettra aussi de pouvoir sécuriser et mieux combattre les terroristes en Somalie, mieux combattre et mieux régler le problème au Yémen. Ça s'inscrit dans un cadre global. Donc je crois que vu l'implication de tous ces acteurs, j'ai vraiment espoir que ça aboutisse à quelque chose. Alors, pression de la communauté internationale, mais quand même surtout du Soudan, du président Omar el-Béchir, qui a pris une énorme place dans le processus au cours des dernières semaines. Quel est l'intérêt du Soudan à la résolution de ce conflit au Soudan du Sud? Mais je pense qu'il faut le souligner, comme il l'a dit, comme a dit Abdelkrim, c'est-à-dire que ce qui est aussi important, c'est le rôle qu'a joué les Nations Unies, mais également l'Union africaine. Parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que la crise dure et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts. Non seulement il y a un intérêt géostratégique, comme il a dit, géopolitique, mais il faut aussi relever économiquement, parce que la chute du cours du pétrole a fait qu'aujourd'hui, il faut absolument créer des alternatives et donc diversifier cette économie-là. Donc, cela ne profitera pas uniquement au Soudan du Sud. Donc je pense qu'il faut aussi, il y a tout un intérêt à tout le continent, à toute la région, n'est-ce pas, à ce que le conflit s'apaise pour que finalement les économies avancent. C'est ce qu'on souhaite tous en tout cas. Oui, il faut aussi ajouter ce que c'est très important, c'est que Mme Karim le dit, parce que regardez aujourd'hui, le Soudan a pratiquement perdu 70% de ses ressources à cause de pertes de territoires pétrolifères. Et qu'est-ce qu'il reste au Soudan? C'est justement le passage du pipeline ou l'exportation du pétrole du Soudan par Khartoum, par le port de Khartoum. Donc Khartoum a totalement intérêt que le pays se stabilise et que le pétrole sud-soudanais puisse passer. Parce que si le Soudan ne s'implique pas et que le conflit sud-soudanais est résolu, forcément le pétrole va être exporté par le port de Kenya que par le Soudan. Je crois que le Soudan a compris son intérêt, a compris que pour qu'il puisse encore avoir des devises ou même avoir un peu de retombées pétrolières grâce au passage du pétrole sud-soudanais par son territoire, le Soudan a intérêt que ça se règle le problème.
Et aussi sur le plan international, hein, le Soudan est assez décrié, le Soudan est assez... donc le Soudan veut avoir aussi une virginité internationale et essayer de se montrer différemment en s'impliquant dans la résolution des crises, en sachant que quand même le régime soudanais n'est pas trop bien vu sur le plan international. Alors l'implication du Soudan, est-ce que ça ne signe pas aussi le désengagement de la communauté internationale? Et par communauté internationale, j'entends les États-Unis dans la région. Non, non, je ne pense pas. Qui ces derniers mois se dit favorable à un retrait, en tout cas progressif, de ces troupes dans la région, dans cette corne de l'Afrique, notamment au Soudan du Sud ou encore en Somalie. Mais alors, il faut savoir une chose. Je pense que les Américains sont toujours présents dans toutes les ONG de paix. Ils ont le chic, en tout cas, partout sur le continent pour être présents. Où il y a les conflits, vous allez trouver les Américains. Donc, je pense qu'effectivement, le fait de retirer les troupes ne veut pas dire que les Américains vont partir. Ils ont un certain nombre d'associations, d'institutions qui sont là justement pour, d'une part, assurer une veille de la démocratie dans tous ces pays-là. Donc, partir, enlever les troupes ne veut pas dire qu'ils se retirent complètement. Ils ont toujours un regard. Et encore une fois, la force des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'elle s'est installée dans toutes les régions où il y a des conflits en disant nous on crée justement des ONG de paix. Après il faut savoir si s'ils sont effectivement là pour créer la paix, c'est une autre question. Moi je crois qu'il faut aussi voir les États-Unis se réadaptent. Les États-Unis sont très malins dans le sens où s'ils peuvent sous-traiter, ils le feront. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Soudan du Sud, même ce pays-là, est la plus belle victoire de la diplomatie américaine. C'est les Américains qui sont vraiment cette diplomatie américaine qui s'est vraiment engagée pour que cet État puisse exister. Maintenant, si les États de la sous-région sont assez impliqués ou que les États-Unis ont un peu lâché la main ou laissé la place à ces États-là qu'ils prennent, ça ne veut dire pas qu'ils ne sont pas visibles. Ils sont invisibles, mais ils sont derrière. Ils sont derrière Salva Kiir. Ils le soutiennent. Même s'ils sont en background, ne dites pas qu'ils ne sont pas là. Mais si la présence américaine était si nécessaire que cela et que si importante que cela, de l'autre côté, il n'y aura pas de conflit pendant tout ce temps-là. Donc leur présence n'a pas su régler ces problèmes. Donc peut-être que c'est un échec, qu'ils ont constaté leur échec, ils peuvent passer maintenant par d'autres... Il y a un des intérêts des États-Unis. Alors on se dit quand même que la ligne diplomatique sous Barack Obama n'est pas tout à fait la même que celle de Donald Trump. Donald Trump, mais notamment par rapport à l'Afrique. Changement de stratégie. Donald Trump, c'est le business. Donc, il ne voulait pas faire le tout militaire. Si aujourd'hui, Donald Trump pourra réussir à apaiser la situation et investir les compagnies pétrolières, il le fera d'une manière ou d'une autre. Je crois que la pression, c'est plus économique et l'Amérique sera toujours là. Je ne crois pas que l'Amérique va se désengager. Peut-être qu'elle est invisible, mais elle est sous-marine. Karine Oriot. Je suis tout à fait d'accord avec Abdelkrim, c'est-à-dire que Donald Trump, c'est pas vraiment surprenant, tout est cohérent quand on annonce le retrait des troupes. Les États-Unis ont annoncé se retirer de l'ONU, donc ça va de soi qu'aujourd'hui ils vont effectivement diminuer leur effectif militaire parce que, encore une fois, le chef d'État, qui est Donald Trump, est plutôt un homme d'affaires et qui a plutôt intérêt, lui, à aller chercher des intérêts économiques. Donc après, on sait contre qui il veut faire la guerre, mais en tout cas, de façon officielle et de façon visible, ils vont rester en retrait. Mais encore une fois, j'insiste, ils sont toujours présents. Alors, en tout cas, voilà près de 2 ans que l'accord de paix au Soudan du Sud était véritablement au point mort. Et donc, voilà, depuis quelques semaines, les lignes commencent à bouger. Riek Machar, ça faisait 2 ans qu'il ne prenait plus du tout part aux négociations en raison de son exil en Afrique du Sud. Est-ce que la mise à l'écart de Riek Machar des négociations autour du processus de paix est un élément qui a participé au blocage des négociations? Absolument, parce que en fait, le problème était l'angle sur lequel on est en train de traiter le problème sud-soudanais, c'était l'erreur fondamentale que beaucoup le font sous l'angle des mouvements de libération. Tous les mouvements de libération sont sur le plan identitaire et tribal. Donc, on essaie de traiter de façon tribale. Maintenant, on est passé sur l'aspect géopolitique global. Ne pas considérer Riek Machar comme le chef de sa tribu, mais comme un élément important dans le règlement du conflit. Donc, c'est ça le défi des règlements, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on traite le problème africain sous l'aspect ethnique et tribaliste. On l'a écarté, mais on s'est rendu compte que politiquement, Machar est important. Donc, on a constaté même, c'est ça là où je disais que si on écarte Machar, pourquoi on n'a pas fait émerger notre leader à la place?
Voilà, c'est ça ce qu'on dit. Donc du coup, on a compris l'erreur, enfin ils ont compris l'erreur fondamentale qu'ils ont fait, c'est de mettre les deux belligérants. C'est toute une éducation qu'il faut mettre derrière, parce que c'est ça même le défi du nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement qu'on est en train de créer au Sud-Soudan, le défi c'est ça en fait. Après l'émancipation politique et diplomatique de l'État du Sud-Soudan, maintenant il faut passer à la pacification sociétale. Donc cette pacification sociétale pour rendre l'État un État moderne, non pas basé sur des clans, des tribus et des partages de pouvoir, mais sur une institutionnalisation, bureaucratisation et démocratisation de l'État. Donc du coup, passer, comme j'ai dit tout à l'heure au début, des mouvements de libération à un mouvement de construction d'un État moderne. Et cela exige beaucoup d'efforts et beaucoup d'implications, pas de façon ethnique, mais personnelle et institutionnelle. Et je crois que le défi de ce nouveau gouvernement, c'est cela. Karine Oriot. Non, mais je partage totalement son point de vue. En attendant, effectivement, il a prouvé qu'il était incontournable. Et donc, le fait qu'il soit effectivement en exil et que finalement on le rappelle pour être de nouveau vice-président, ça prouve que je pense qu'il peut faire avancer les choses. Maintenant, est-ce que ce nouveau gouvernement, c'est toute la question, est-ce que ce nouveau gouvernement pourra aller au-delà des clivages ethniques? C'est la question qu'on se pose, parce qu'on sait très bien que malheureusement, vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de traiter nos problèmes sous le plan ethnique, mais c'est ce qui nous identifie, et c'est exactement comme cela que nous, on fait la démocratie, c'est comme ça qu'on la vit. Donc après, on ne pense pas justement le bien commun sur l'aspect collectif, on pense d'abord en fonction de son ethnie, de sa tribu, etc. Donc c'est tout un défi à avoir. Rappelons quand même que c'est un jeune pays et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Alors, la semaine dernière, le ministre sud-soudanais de l'Information disait que voilà, nous avons assez de Riek Machar, des dommages que Riek Machar a causés au sud-soudanais. Alors, un positionnement pour le moins belliqueux. Est-ce qu'on peut véritablement croire au fait que le président Riek Machar et son vice-président Salva Kiir, alors c'est le contraire, Machar, pourront véritablement travailler ensemble au regard de l'hostilité qui est encore très présente entre les deux hommes? Est-ce qu'on peut véritablement y croire? Évidemment. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la volonté des hommes politiques, la volonté politique de chacun. Là, Salva Kiir et son Premier ministre, ils sont en position de force. Ça montre bien que ce sont des gens qui sont en position de force et veulent imposer leurs conditions. Ce n'était pas ça le dialogue. Pour dialoguer, il faut être deux et autour d'une table. Donc maintenant qu'il y a la table, il faut mettre les gens autour et les conditions, il faut discuter. C'est pour cela que Riek Machar n'a pas validé encore la proposition de l'accord. Si j'ai bien suivi votre émission, ils ont dit qu'on va étudier la proposition faite par le gouvernement actuel du Sud-Soudan. Ça veut dire qu'ils vont décortiquer point par point pour voir est-ce que cela est conforme à leurs attentes. Donc du coup maintenant, si en même temps on fait des propositions et de l'autre côté on fait des menaces, je ne pense pas que ça fait bon ménage pour arriver à un dialogue apaisé. Donc pour arriver à un apaisement politique, social et surtout ethnique, je crois que ce genre de propos sont condamnables. Karine Oriot, qu'un retour de Riek Machar aux affaires est véritablement de nature à faire bouger les lignes autour du processus de paix? Encore une fois, on sait qu'il est très soutenu sur le terrain encore. Bien sûr, mais je pense que sa force, c'est celle-là. Sa force, c'est celle-là, c'est la proximité justement avec le terrain. Mais encore une fois, si au moment des négociations, on tient compte de ce qu'il dit, Abdelkrim l'a si bien dit, quand on veut dialoguer, quand on s'assoit, on est à égalité. Maintenant, si les autres brandissent effectivement des menaces, c'est plus du tout un dialogue, c'est autre chose. Et je pense que c'est important pour eux. Là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est bien ce qu'on a dit et c'est ce qu'on a vu dans le reportage. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début des négociations. En tout cas, c'est bien parti. Maintenant, tout dépend de ce qu'il y a dans cet accord. Tout dépend de ce que les uns et les autres vont proposer et comment est-ce qu'ils vont arriver à trouver un compromis. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on parlera de l'Érythrée cette fois.